La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement. Les titres. À Gao, lancement d'un projet de gestion intégrée du bétail pour lutter contre la malnutrition. Bamako, un atelier national lancé pour affiner les réponses nutritionnelles à travers l'outil IPC AMN. Et à présent, le développement de ces titres. La radio HD FM. La région de Gao a abrité mercredi dernier le lancement officiel d'un projet de gestion intégrée du bétail doté d'un financement de 448 millions de francs CFA. Cette initiative s'inscrit dans la lutte contre la malnutrition aiguë en ciblant prioritairement les enfants ainsi que les femmes enceintes et allaitantes fortement affectées par l'insécurité alimentaire. Mise en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, avec le soutien financier du Royaume de Belgique, le projet vise à renforcer la résilience des populations vulnérables grâce à une gestion améliorée des ressources animales. Il entend ainsi contribuer à une amélioration durable de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région. La cérémonie de lancement a permis de présenter les objectifs et les résultats attendus de cette intervention, mettant en lumière son apport au développement local et à la réduction des vulnérabilités nutritionnelles dans le cercle de Gao. Un reportage de notre correspondant Souleymane Sagara depuis Gao. 448 millions de francs CFA, c'est le montant mobilisé pour la mise en œuvre du projet de gestion intégrée du bétail destiné à lutter contre la malnutrition aiguë chez les enfants ainsi que les femmes enceintes et allaitantes dans la région de Gao. Le projet a été lancé mercredi dernier par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, avec l'appui financier du Royaume de Belgique. À cette occasion, M. Kofi Dominique Kouakou, représentant par intérim de la FAO au Mali, a présenté les objectifs du projet. Je suis actuellement en visite dans la région de Gao. Nous avons profité de cette occasion pour lancer un projet, un très gros projet, d'un montant à peu près de 440 millions de francs CFA dans la région de Gao pour assister à peu près 2800 personnes, pour renforcer le bétail et aussi pour voir comment adresser les questions de la malnutrition. C'est un projet pilote qu'on rend dans la région de Gao qui pouvoir aider les femmes enceintes et allaitantes pour que leur production de lait puisse, des chèvres, plus des animaux que nous allons mettre à leur disposition ou qu'ils ont déjà, puissent augmenter leur capacité de production de lait pour que ces laits-là puissent servir à adresser la malnutrition. Au nom du gouverneur de la région, M. Alhader Bella Maïga, conseiller aux affaires économiques et financières, a salué cette initiative de la FAO qu'il considère comme un levier important pour le développement du cercle de Gao. Le projet ci-dessus intitulé est extrêmement important pour notre région, au regard de beaucoup de facteurs que vous connaissez sûrement. En l'occurrence, la grande vulnérabilité de nos populations, la place qu'occupe l'élevage dans notre région, l'insécurité, les changements climatiques et beaucoup d'autres facteurs ajoutés aux statistiques que nous venons d'écouter à travers la déclinaison qu'en a faite le responsable pays de la FAO. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, en collaboration avec le cluster nutrition et ses partenaires, a démarré hier jeudi 22 janvier 2026 à l'hôtel Dounia un atelier d'analyse de la sévérité de la malnutrition aiguë à travers l'outil intégré de classification IPC-AMN. Pendant plusieurs jours, des experts nationaux et régionaux échangent et analysent les données afin de mieux orienter les interventions nutritionnelles au Mali. Les détails avec Djeli Silla. Au Mali, la malnutrition aiguë demeure un défi majeur de santé publique, touchant particulièrement certaines régions du pays. Cet atelier vise à analyser la situation actuelle et projetée de la malnutrition aiguë afin de mieux orienter les interventions nutritionnelles et d'appuyer la prise de décision à tous les niveaux, explique Alima Djourté, responsable du groupe technique de travail de l'IPC Mali.
Cette activité est d'une importance capitale. C'est une activité qui nous permet d'analyser le niveau de sévérité de la malnutrition afin de dégager les besoins prioritaires pour l'année suivante. Ensuite, permettre aux décideurs d'avoir la situation réelle de la malnutrition et pouvoir prendre des réponses concrètes qui s'y adaptent. L'outil IPC, c'est l'outil qui est de la classification intégrée des phases de la malnutrition aiguë. C'est un outil mondial de façon internationale connu pour classer les zones. Ça permet de non seulement classer les zones, mais aussi les personnes dans le besoin. Donc c'est un outil qui nous permet d'avoir nos cas attendus de malnutrition pour l'année qui va suivre et estimer les besoins. Nous attendons beaucoup de cette activité vu que cette année, on a eu beaucoup de difficultés dans la collecte des informations concernant la malnutrition. On avait l'habitude d'avoir la SMART qui nous donnait les prévalences. Cette année, malheureusement, par manque de financement, on n'a pas pu faire la SMART. Et l'enquête nutritionnelle de la sécurité alimentaire ensemble aussi s'est tenue dernièrement. Donc pour 2025, on n'avait vraiment pas de base de données pour avoir une estimation des cas attendus de la malnutrition. Avec cette analyse, on aura la base sur laquelle on pourra faire des planifications, des estimations et comme l'outil nous permet de faire l'analyse de la phase actuelle mais aussi une phase projetée. Donc ça va nous permettre de couvrir pour toute l'année 2026. Des représentants régionaux issus des zones à forte prévalence de malnutrition aiguë participent activement aux échanges et aux analyses. Dr Guindo Yacouba, point focal nutrition à la direction régionale de la santé de Mopti, et Dr Abdoulaye Koné, point focal nutrition à la direction régionale de la santé de Sikasso, prennent part aux travaux. Par rapport à cette situation de la malnutrition dans cette localité, donc il s'agit en tout cas d'une situation qui est un peu précaire. Donc pendant plusieurs années, on est resté dans cette situation de précarité et qui fait qu'on a en tout cas des enfants malnutris. Et en plus de ça, il y a les chocs sur nous, généralement c'est l'insécurité avec le déplacement des populations. Mais actuellement, la tendance est à la baisse parce que les populations ont commencé à se stabiliser et certains commencent même à retourner, en tout cas dans leur site, mais pas partout. Et dans certaines localités. Mais les niveaux de sévérité est un peu plus élevé dans les localités de Koro où il y a assez de réfugiés qui arrivent et en provenance de Burkina Faso et qui sont au niveau de Koro. En voyant aussi les admissions au niveau de nos centres de santé, Koro en tout cas fait une forte admission et ça s'explique et c'est du fait que les populations en tout cas sont concentrées dans cette localité-là. La situation de la malnutrition à Sikasso, on peut dire que c'est précaire dans les zones. Donc Sikasso, on avait un niveau stable à un moment. C'est un moment on était arrivé jusqu'à 5,6. Mais on constate ces dernières années qu'il y a une légère augmentation de la prévalence. 2024, Sikasso s'est retrouvé avec une prévalence de 9,4 avec 1,5% de sévérité. Donc c'est pour ce qui veut dire que vraiment la situation est en train de se dégrader petit à petit. Donc par rapport aux 3 années antérieures. C'est de voir où se trouve Sikasso actuellement. Parce que comme en 2025, il n'y a pas eu d'enquête SMART proprement dite. Donc les indicateurs ont été ajoutés à cette autre enquête. Donc on veut voir la prévalence d'abord, pour voir où se trouve Sikasso. Après ça, on verra comment classer les différents cercles de la région de Sikasso. Après cet atelier-là, on aura vraiment de bons résultats à voir. Parce qu'avec la situation actuelle qui se vit à Sikasso, avec l'attaque des convois, les personnes n'arrivent même pas à cultiver, comme bon le semble. Donc on s'inquiète beaucoup si la situation ne va pas se dégrader. À travers l'outil IPC-AMN, les autorités sanitaires et leurs partenaires entendent disposer d'analyses fiables et harmonisées pour mieux lutter contre la malnutrition aiguë au Mali. Les conclusions de cet atelier serviront de base à la planification des actions nutritionnelles et au plaidoyer en faveur des régions les plus touchées. Le système de santé malien se renforce davantage. 3 nouvelles centrales de production d'oxygène médical viennent d'être officiellement mises en service à Bamako, Kati et Kay, un
investissement de près de 3 milliards de francs CFA financé par les Fonds mondiaux en partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement social. La cérémonie d'inauguration s'est tenue le jeudi 22 janvier 2026 à l'hôtel de dermatologie de Bamako en présence des autorités sanitaires et des partenaires techniques et financiers. Écoutons Madame Saran Fadiga Branchi, gestionnaire du portefeuille Mali au Fonds mondial, et le médecin colonel-major Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais tout d'abord saluer le leadership de Madame la ministre de la Santé et du Développement social, l'engagement de ses collaborateurs de l'UMRSS, ainsi que le travail remarquable des équipes hospitalières. Je tiens aussi à saluer l'engagement de nos partenaires techniques, Alima et Bietchai, mais aussi des partenaires nationaux comme la CEPRIS, qui ont permis la réalisation de cet investissement très important pour l'oxygène. Je voudrais rappeler également que le Fonds mondial agit grâce à la solidarité de ces pays donateurs. Sans cet appui international, ces avancées n'auraient pas été possibles. Donc permettez-moi ici aussi de les remercier pour leur confiance. Donc c'est un investissement de 9,23 millions qui a permis de renforcer concrètement l'accès à l'oxygène médical. Comme vous l'avez dit précédemment, c'est 3 nouvelles usines PSA installées à Bamako, à Kay et à Kati. 6 usines rénovées aussi dans les hôpitaux de référence et des équipements essentiels, des camions de distribution et des groupes aussi électrogènes. Mais Madame la Ministre, vous me direz, ces équipements sans femmes, sans hommes qualifiés, ne permettraient pas de sauver des vies. Un accent fort a été mis sur ces formations, aussi pour la formation à l'exploitation et à la maintenance pour les interventions de premier niveau sur les usines d'oxygène. Cette capacité locale est un facteur clé de durabilité, d'efficacité et de bonne utilisation des investissements. Ces équipements, financés grâce à l'engagement du Fonds mondial, sont destinés au CHU professeur Bokar Sidi Sall de Kati, à l'hôpital de dermatologie de Bamako et à l'hôpital Hussein Dao de Kay. Cette cérémonie marque la continuité de notre collaboration fructueuse dans la lutte commune pour renforcer notre système de santé et améliorer les conditions de vie des populations. Ces infrastructures ne sont pas de simples équipements. Elles symbolisent notre détermination à améliorer l'offre de soins par le renforcement de la disponibilité de l'oxygène médical pour la prise en charge des malades. Par ailleurs, qu'il me soit permis d'adresser nos vives reconnaissances à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour avoir placé notre secteur au cœur des axes stratégiques de l'action gouvernementale. En effet, cette action a été matérialisée avec la pose de la première pierre de la modernisation des CCRF en hôpitaux de district, la construction des hôpitaux de Koulikoro, de Kouchala, de l'hôpital de district de Bla et de Kangaba, et de la politique continue de l'achat d'équipements mis à disposition des structures de santé. Au nom du personnel socio-sanitaire et du peuple, nous disons merci à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Aussi, je tiens à exprimer toute notre profonde gratitude au Fonds mondial pour leur soutien indéfectible. Votre appui financier et technique ont permis de concrétiser des projets qui améliorent véritablement les conditions de prise en charge au Mali. Je salue également l'engagement de tous nos partenaires et des acteurs de terrain qui ont travaillé sans relâche pour faire aboutir ces réalisations. En bref, enseignement supérieur. L'UNESCO soutient la transformation numérique au Mali. L'UNESCO, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a facilité la signature de conventions de partenariat entre le Centre international pour l'innovation et dans l'enseignement supérieur et 3 grandes institutions universitaires du Mali. Les établissements concernés regroupent plus de 80% des enseignants-chercheurs et étudiants du pays. Les accords portent notamment sur la co-construction des modules de formation en ligne, l'organisation de webinaires thématiques sur la transformation numérique et l'intelligence artificielle, ainsi que la production des connaissances scientifiques à travers une revue personnalisée. Cette initiative marque une étape clé dans le renforcement des capacités numériques de l'enseignement supérieur malien et ouvre la voie à une intégration accrue des technologies émergentes au service de l'éducation et de la recherche.
Hors de nos frontières, la vice-secrétaire générale des Nations Unies a appelé les États à protéger la Charte des Nations Unies et à défendre un ordre international fondé sur des règles lors d'un discours prononcé jeudi devant le Parlement danois. Elle a souligné que ce texte fondateur demeure une boussole morale fondée sur le multilatéralisme, le droit international et la dignité humaine. Elle a également insisté sur la nécessité d'investir dans la paix, citant les résolutions onusiennes sur la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ainsi que sur la solution à 2 États entre Israéliens et Palestiniens, tout en avertissant que les fondements même de ces principes sont aujourd'hui menacés. En Haïti, la violence continue de peser lourdement sur la transition politique. Alors que le pays approche de la fin du processus en cours, devant la presse à New York, l'envoyé spécial de l'ONU a estimé qu'aucun progrès politique durable n'est possible sans amélioration réelle de la sécurité, tout en soulignant que les efforts sécuritaires resteront inefficaces sans perspective politique crédible. C'est tout pour cette édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Merci de votre fidélité au microphone. Vous avez Bibata Mamotouré. La partie technique est assurée par Salim Djouara. La radio HDFM.